En 1900, le fait que Paris n'ait pas encore de métro était une sorte de handicap par rapport à Londres ou par rapport à Berlin. Paris était un peu au centre du monde, hein. La France, c'était 30 millions d'habitants, c'était le plus grand pays européen, c'était la capitale des arts et des lettres du monde. Et donc le contexte était vraiment très favorable. Alors, Paris se lance un défi immense. Construire le métro le plus dense du monde. Et tout doit commencer dans l'urgence. Il fallait servir l'exposition universelle de 1900. D'où une course contre la montre, puisque les travaux n'ont commencé qu'en 1898. 1 an et demi pour livrer la première ligne de métro. 18 stations, un peu plus de 10 km de couloirs souterrains qui traversent Paris d'est en ouest. Pour réaliser cet exploit, il fallait un homme providentiel. Comme c'est la ville de Paris qui était responsable des travaux souterrains, c'est le chef du service des travaux souterrains qui est missionné, c'est Fulgence Bienvenu. Polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, il a construit des lignes de chemin de fer en Normandie et des égouts dans les quartiers populaires de Paris. À 46 ans, il a toutes les armes pour devenir le père du métro. Au total, il passe 34 ans dans les sous-sols de la capitale et laisse à sa retraite un réseau de 130 km répartis sur 12 lignes. Le métro le plus dense du monde. La première technique utilisée, la plus simple, la plus économe, c'est le chantier à ciel ouvert. Les ouvrages sont entièrement réalisés en maçonnerie. Et pour couvrir le tunnel, les portées horizontales sont assurées par des poutres métalliques, constituées de plats et de cornières, assemblées entre eux par rivetage. Ces planchers métalliques sont placés 1,25 m sous la chaussée. La station de métro est si peu profonde que la rue constitue presque son plafond. Mais impossible, dans une ville en activité, de réaliser l'ensemble du chantier à ciel ouvert. Alors, les travaux se poursuivent en souterrain. C'est la méthode traditionnelle utilisée dans les mines, dite des galeries boisées. On commence par percer une première ouverture de 2 mètres de haut et 2 mètres de large. Et l'on bâtit une structure en bois pour retenir les terres, en plaquant des planches contre le terrain. Les remblais sont évacués par des wagonnets et remontés à la surface par des puits. Enfin, on élargit cette première galerie pour poser une maçonnerie qui forme le plafond du tunnel. Une voûte de 7 mètres de large. Économique et résistante, la voûte, c'est la structure la plus efficace pour un ouvrage souterrain. Une fois la voûte réalisée, reste à dégager le Strauss, la partie inférieure de la galerie, pour atteindre 5 mètres plus bas le sol du tunnel. On pose alors les parois latérales en pierre de meulière sur lesquelles s'appuie la voûte. Cette méthode des galeries boisées est aussi appliquée pour construire les stations, mais en encore plus grand. Des ouvrages aux dimensions exceptionnelles, 14 mètres de large pour 75 de long. Et elles sont conçues selon un plan révolutionnaire. Une double voie entourée de 2 quais dessinés à l'image de la rue en surface, avec sa chaussée centrale et ses trottoirs latéraux. Les travaux sont pharaoniques. On extrait du sous-sol de Paris 350 000 m3 de déblais, l'équivalent de 340 piscines olympiques. Pour tenir les délais, la ligne est divisée en 11 tronçons. 11 chantiers, tous lancés en même temps, qui permettent de livrer la première ligne de métro de France en seulement 20 mois. Et ce n'est que le début. Aussitôt, d'autres lignes sont mises en œuvre. Car l'objectif, c'est de tisser un maillage hors du commun. Aucun Parisien ne doit se trouver à plus de 400 mètres d'une station de métro. Pour réaliser ce plan ambitieux, il faut franchir un obstacle, la Seine. Jusqu'alors, pour relier les 2 rives, les ingénieurs ont dû renoncer aux travaux en souterrain. Des ponts ont été construits, à l'ouest et à l'est de la ville. Mais dans le centre de Paris, cette solution est inapplicable. Creuser une ligne de métro sous la Seine, ça n'avait jamais été fait. Pour une raison simple, les sous-sols du fleuve sont un cauchemar de génie civil. Pour trouver une solution,
et percer 1 kilomètre de tunnel entre les deux rives de la Seine, il faudra près de 5 ans de travaux hors normes. Et recourir à l'une des techniques les plus spectaculaires du génie civil, la méthode des caissons immergés. Sur les quais, à la surface, on construit des boîtes métalliques géantes. Elles sont ensuite transportées par barge sur la Seine et sont alors positionnées précisément à la verticale de leur point d'arrivée. Car une fois coulées, elles ne pourront plus être déplacées. Enfin, elles sont lestées par 2000 tonnes d'eau et se posent sur le fond du lit du fleuve. Le travail peut alors commencer, car le caisson est divisé en 2 parties. En haut, la principale, noyée dans l'eau. C'est le futur espace du métro. En dessous, se cache une chambre de travail, 2,50 m de hauteur, remplie d'air comprimé, pour permettre aux ouvriers de creuser. Une fois les caissons enfoncés dans le lit de la Seine, ils sont reliés entre eux pour former un tunnel de 160 mètres de long. Les ingénieurs vont même encore plus loin. Ils appliquent cette technique pour construire toute une station de métro. Des travaux encore plus impressionnants. Les caissons métalliques construits sur les quais de Seine font 12,50 m de haut, autant qu'un immeuble de 4 étages. Et ils occupent toute la largeur de la rue. Les stations Cité et Saint-Michel sont ainsi entièrement construites en surface. À même la rue, on assemble 3 caissons de 11 000 tonnes chacun pour obtenir les 118 mètres de chaque station. Puis, elles sont coulées et foncées dans la terre, à plus de 20 mètres de profondeur. Aux extrémités, on descend des caissons métalliques cylindriques qui reçoivent les escaliers et l'on relie les stations au tunnel du métro. Mais les ingénieurs du métro sont confrontés à une nouvelle épreuve. Au bord de la Seine, ils doivent percer un tunnel dans une zone sablonneuse et humide. Impossible ici d'utiliser la technique des caissons immergés. Le tunnel doit passer sous les rails de la ligne de train Orléans-Paris. Il faut progresser horizontalement et travailler de nuit pour ne pas perturber le passage des trains. Les ingénieurs utilisent alors une technique hors norme, fondée sur une idée incroyable. Congeler la terre, durcir le terrain pour créer provisoirement des conditions propices à la réalisation des travaux. Dans les terres humides, on insère des tuyaux dans lesquels on injecte de la saumure gelée à moins 24 degrés. En circulant dans ces conduits, cette solution aqueuse refroidit le sol par irradiation. Il faut 40 jours pour parvenir à congeler une surface large comme un terrain de football, qu'il faut maintenant creuser. 10 mois de travail en appliquant la technique des galeries boisées pour percer et maçonner ces 14,50 mètres de tunnel. Un siècle plus tard, l'azote liquide a remplacé la saumure, mais la technique de la congélation des sols est toujours utilisée. Si la construction des infrastructures représente un enjeu majeur, un autre défi attend les ingénieurs, la traction des trains. Et dès le début, Paris fait un choix audacieux. Créer l'une des premières lignes de métro électrique du monde. Aujourd'hui, le métro de Paris, c'est plus de 220 km de lignes électriques. Une dépense annuelle de 2400 gigawatts, l'équivalent des besoins en électricité de Lille ou Bordeaux. Au sol, en plus des 2 rails sur lesquels circulent les roues des rames, on en installe un 3e, un rail de traction latérale qui fournit 750 volts au moteur, capté par des frotteurs situés à côté des roues. Reste un dernier problème, éclairer les stations souterraines. On ne dispose que de faibles ampoules de 20 watts tous les 5 mètres. Là encore, les ingénieurs ont une solution unique au monde. Les voûtes des tunnels sont alors utilisées en véritables réflecteurs urbains. Elles sont recouvertes de carreaux de céramique blanc et biseautées. Chaque angle, chaque facette multiplie les points de lumière et la sensation de clarté. Comme un ciel artificiel. Un carrelage qui devient l'emblème du métro de Paris et participe à son succès phénoménal malgré les réticences initiales. Dès le premier mois,
il transporte 130 000 voyageurs par jour. Aujourd'hui, ils sont 4 millions.